Lait de mouton blanc de Serge Bimpage, et c'est un petit bijou et c'est une invitation au voyage. Un voyage poétique, c'est un périple dans la découverte d'une île. En fait, un personnage, enfin l'auteur, décide d'aller construire, acheter un tas de ruines sur une île, l'île de Lipari. C'est île de contraste, parce que ce petit bijou est donc la découverte de cette île, mais c'est aussi un peu la découverte de l'amour et la découverte de qu'est-ce que ça signifie avoir un lieu à soi. Lipari, je vous situe, 12 km de long, 12 000 habitants, 2 anciens volcans éteints, vue sur le Stromboli. Ça fait partie d'une des 7 éoliennes, les îles qu'Ulysse a traversées dans le temps. C'est aussi une île de contraste parce qu'il y aura une galerie de portraits que je n'ai pas l'occasion de tous vous lire, mais il y a beaucoup de personnages, le mago, le chiavo, l'iguane, et des tas d'autres personnages que va rencontrer l'auteur. Et voilà pourquoi c'est une ode à l'amour, pas parce que Serge Bimpage est amoureux de cette île, mais surtout amoureux de elle. Elle, le livre dit souvent « tu », et ça s'adresse peut-être à la femme qu'il aime, mais ça peut s'adresser aussi à lui-même, enfin, à vous de découvrir. Je vous lis un premier extrait, ça va comme ça? Ah oui, peut-être vous présenter l'auteur quand même, parce que j'aime bien faire ça. L'auteur, c'est un journaliste et écrivain, Serge Bimpage. Il a roulé sa bosse autour du monde parce qu'il s'est mis à voyager à l'âge de 20 ans. Il a fait beaucoup de reportages. Il est l'auteur d'une dizaine de romans et de récits et de pièces de théâtre. Et là, il nous embarque dans un voyage poétique. Comme il dit, s'éloigner de soi sans se perdre de vue. C'est beau. Punto di fuga. Ce puissant sentiment de libération, d'arrachement quand le navire commence à se mouvoir. La passerelle d'embarquement se relève dans un bruit de tonnerre, le bâtiment s'ébroue avec une infinie lenteur, une puissance inquiétante te saisit des pieds à la tête, Europe enlevée sur le dos du taureau. Insensiblement, le port, la ville s'évanouissent. Dans le tintamarre des machines et du vent, exalté, je m'écrie « Le moment est venu d'un punto di fuga !» Tu acquiesces, comme à la touchante naïveté d'un enfant. Point de fuite, punto di fuga. L'idiotisme m'accompagne depuis longtemps. J'en connais par cœur la tournure. Point imaginaire destiné à aider le dessinateur à construire son œuvre en perspective. Encore une couche. Navigare è necessario, non è necessario vivere. Vivere, du grand D'Annunzio. Tu lèves les yeux au ciel. Déjà le sel rôtit nos peaux déglacées. D'un geste nonchalant, le barman me tend une messina. Con te partirò, beugle le haut-parleur. L'odeur de suie se mélange à celle du malt. Pas de doute, ça sent le large. Les passagers rusés se tiennent calfeutrés à l'arrière, à l'abri du vent, hypnotisés par le sillage moutonneux du navire. Sait-on ce qu'on laisse derrière soi? Quelques rires et quelques larmes, dis-tu, mais pas plus à plaindre que les poissons. Nous jouons et nous tendons la joue aux embruns. Nous nous laissons bercer. Le temps est calme, nos âmes s'élèvent. La navette va, c'est bateau. Et pourtant. Et voilà que le jour a commencé son déclin. Un voile de brume recouvre le paysage. À présent, plus rien ne se distingue. Ni ciel, ni mer, ni punto di fuga. Nous voici dans la nuit astrale. Déjà plus les mêmes. Autres, d'ailleurs. La haute mer, ça commence à tanguer. Je m'agrippe à ma messina, songeant que plus on avance, plus on redoute que quelque chose n'arrive. En même temps, ne cesse-t-on pas d'espérer que toute notre vie, quelque chose arrive? Tu m'assures qu'au milieu de l'immensité océanique, certains sont pris de vertige. Comme en montagne, face à l'insondable, as-tu lu quelque part, un terrible attrait du vide peut nous saisir à tout moment. Alors je te serre très fort dans mes bras pour que tu ne t'envoles pas. Enfin, le ciel a eu raison des vagues scélérates. Le calme s'est installé à nouveau, d'une douceur si prévenante qu'on croirait le bateau à présent immobile. Pour un peu, on entendrait la musique des sphères. N'était le son criard des haut-parleurs venant jouer les troubles fêtes. Con te partirò su navi perché io lo so. Non, 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 non. Bon, repli alpin dans la cabine. Je grimpe à l'assaut de la couchette, te regarde,
Point de vue insolite, te déshabiller d'en haut puis te glisser en gloussant dans les draps. Tu lis le guide à haute voix, tu répètes les noms des 7 îles. Panarea, Vulcano, Alicudi, Filicudi, Lipari, Salina, Stromboli. Puis tu me demandes de te lire quelque chose. Ce poète dont je t'ai parlé. J'ai vécu sur mon Lipari, comme un naufragé né sur l'île qui le sauverait un jour, désespérément sans salut. 1000 fois mes rêves ont fait le tour de l'île, comme un tigre en sa cage dorée. Naufragé sur mon île, je croyais en une promesse de la tempête. Sur le rivage, j'ai récupéré le message dans la bouteille, écrit par un démon dont la voix murmurait de partir. J'ai passé la lumière de l'adolescence à imaginer ce qu'il y avait au-delà de la mer. Puis tu t'endors, dans la moiteur à demi nue, au rythme de ta poitrine qui se soulève et s'apaise. Je peine à trouver le sommeil et je me demande à quoi tu rêves. Un peu plus tard, donc, il arrive sur cette île et autant le départ se fait en collectif, autant on comprendra qu'en fait, il va y rester seul. Seul pourquoi? Parce qu'en fait, sa femme, elle travaille et elle est restée à Genève et lui, il est là-bas et va se poser le problème, je ne sais pas, tous ceux qui ont des résidences secondaires parmi vous, des employés qui vont venir faire les petits travaux. Donc c'est vraiment un tas de ruines qu'il a acheté, hein, un tas de ruines. Il se retrousse les manches et il doit commencer à travailler. Et puis elle va venir faire quelques petits sauts de puce, de temps en temps venir, de temps en temps le laisser seul. Ça aura son importance parce que dans le courant du roman, lui, en attendant que les travailleurs veuillent bien travailler et en attendant que la main-d'œuvre arrive, lui, il va se mettre à visiter tous les points importants de l'île. C'est une île qui est un petit peu en révolte contre le régime, hein, l'île de Lipari, parce que il décide de faire de cette saveur qu'est le farniente une lutte politique contre le gouvernement. Hein. Donc en fait, ce n'est pas que c'est le farniente parce qu'ils sont flemmards, non, c'est un engagement politique. Donc tout ça, ça demande beaucoup de temps pour faire cette construction, excaver, faire les fonds, faire la cuisine. Il y a le matériel qui manque et puis surtout aussi la main-d'œuvre. Et lui, pendant ce temps, il va aller visiter les uns et les autres. Donc là, sa compagne est revenue. Un peu plus tard, nous nous étions retrouvés, toi et moi, sur la plage. Ta peau cuivrée contrastait avec les galets noirs. Sur elle, je déposais délicatement quelques pierres de lave chaude. Elle te faisait tressaillir. La lave, Lipari est la ville de la pierre ponce. Ulysse et ses compagnons fourbus et suffocants sur l'île des Cyclopes. Les voilà qui remontent le long de ta cuisse. Venez, une grotte pour se réfugier. La roche suinte enfin à boire. Tu gloussais. Et soudain, qu'était-ce? L'œil de Polyphème. Voilà que le monstre avale 4 membres de l'équipage. Mon Dieu! À présent, il barre l'entrée d'une grosse pierre. Vite, le vin! Ulysse l'offre au Cyclope. Il sympathise. Comment vous nommez-vous? Personne, répond Ulysse. Et le géant de s'effondrer sous, alors d'un coup de pieu. C'est très mélangé aussi avec la mythologie. C'est un roman dans lequel, vous verrez, on part en poésie, on part en mythologie, et on part sur des racines, les nôtres ou celles que l'on veut bien trouver. Le chapitre à présent s'appelle Farniente, justement. On avait beau être en mai, il faisait froid là-haut chez Angelo, à se demander comment survivait son bougainvillier, ses plantes grasses et ses oliviers. C'est pourquoi le mago, alors Angelo c'est un des personnages, El Mago c'est un autre, m'a proposé un de ses nombreux logements en ville. Bah oui, il ne peut pas dormir dans son tas de pierre. Hein. Ceux-ci font d'ailleurs davantage sa fortune que son métier de geometro. Il est situé dans une de ces jolies ruelles fleuries qu'on dirait pareilles à des demoiselles d'honneur traînant le corso Vittorio ed Emanuele. Tenant la traîne du corso Vittorio Emanuele. À présent, je fais donc quotidiennement les allers-retours entre Acquacalda et Lipari. 9 kilomètres seulement, mais tout les sépare. La première comme oubliée du monde, la seconde vers qui tout converge. En me rendant au chantier, 15 minutes de bus par le bord de la mer, je suis l'unique passager. Dans l'autre sens, le véhicule est chargé de travailleurs qui se rendent en ville. Le Schiavo est un artiste de cirque dansant sur le toit de la ruine et jonglant avec poutres et ciment.
une vraie brute aux yeux de velours, un peu chien battu. Mes visites le ravissent, surtout les jours où il doit me demander une avance. Alors il s'approche en marchant sur des œufs, les yeux mouillés, les pognes serrées à en extraire de l'huile, rapport à son fils à qui tout lui tombe dessus. Ok, si les travaux avancent bien, je grommelle en seigneur magnanime. En fait, le chantier ne progresse pas du tout, disons au rythme de l'île. C'est pourquoi je décide d'espacer mes visites et de profiter de mon hébergement chez le mago pour explorer l'Ipari. Voilà, vous voyez un peu le style. C'est mêlé aussi à ces visites de cathédrales, d'églises. Là, un chapitre qui s'appelle San Bartolomeo. Au restaurant La Marina, je demande Enzo. C'était une idée d'Angelo. Oh, le patron, il sait tout sur l'île. Il n'a pas l'air de ce qu'il est, m'a-t-il assuré, mais c'est un fin érudit. Rien n'aurait mieux su piquer ma curiosité. Le patron me rejoint sur la terrasse. L'homme est jovial, cependant ses moustaches retombent comme je lui manifeste mon enthousiasme pour son île. Certes, mais ses habitants souffrent. J'admets que le chef-lieu parfois oscille entre nonchalance et exubérance, quiétude et agitation. Enzo confirme. Les draps blancs de certaines rues se noircissent au passage des motos et des méharis pétaradantes. Mais ce n'est pas cela, corrige-t-il. Les gens souffrent, il s'agit d'une blessure autrement profonde. Un œil averti le devinerait à l'architecture des édifices et des maisons, qu'ils soient chrétiens, arabes ou byzantins, aux signatures armées des envahisseurs successifs. Enzo marque une pause. Front plissé, regard pénétré. Puis avisant la statue, les liparotes sont comme San Bartolomeo, des écorchés de génération en génération, des abandonnés. Tenez, la restauration de l'église des âmes du purgatoire, le sauvetage de l'hôpital, le soutien aux commerçants. Tout cela, mes amis et moi, le finançons de notre poche. Le gouvernement sicilien ne fait rien. Faut-il que nous aimions notre île? Rencontre de personnages, rencontre de lieux, rencontre de mythologie, mais aussi rencontre de lui et de son amour et de qu'est-ce qu'il est venu chercher. Vous le découvrirez dans les prochains extraits, mais avant celui-ci qui est très chouette. Le schiavo, hein, donc le géomètre. Un bel posto! Le bout de sa cigarette s'agitant, un tantinet obscène entre ses lèvres. Il sort son portefeuille, me tend triomphalement une photo. Antonella, la mia ragazza. Mignonne, menue, il pourrait la faire tourner sur un doigt. Non, pas mariée. Il aimerait bien, mais ils ne vivent pas vraiment ensemble. Elle attend qu'il se calme. Elle le trouve trop vulcanico. Et il part dans un tonitruant éclat de rire. Et toi, t'as une femme, toi? Il me demande une photo. J'en ai pas, Schiavo. Je la vois tous les jours. Bah, elle est où? Bah, chez moi, dans mon pays. Bah, elle est pas venue avec toi? Elle travaille. Alors tu la vois pas tous les jours? Je l'imagine. Ah, tu me fais une farce, t'en as pas? Si. Mais au lieu de la voir en photo, je pense à elle. C'est bien aussi. Il soupire. Pas aussi bien que dans ton lit. Moi aussi, je l'imagine, mais pour de vrai, dans la vraie maison que je lui construirais. Si je le vois venir, vaguement honteux, je décide. Remettons-nous au boulot. Ai-je seulement trouvé ma place? D'ailleurs, s'il le fallait, ne trouve-t-on jamais cet endroit dont on ne voudrait plus bouger? Mon père, lui, était à sa place. En l'observant dans un coin de l'atelier, je voyais bien qu'en dépit d'une vie de galère, il était heureux. En tout cas, tout entier absorbé dans son ouvrage. Une amie céramiste m'a enseigné que les Japonais n'opéraient pas de distinction entre art et artisanat. Mon père non plus. Sur un banc de pierre, je médite, heureux comme Ulysse, convaincu que le chemin est plus important que le but. Le chapitre suivant s'appelle Ma place. Et maintenant, pour vous parler de l'auteur, j'écris les yeux fermés pour être dedans, là où se déroule mon récit, somnambule sur le parapet du monde. Me réveiller dans mon île, une île par moi écrite, peinte,
aux couleurs douces et chaudes comme un sein. Tableaux sans cesse retouchés, dissimulant tout en les suggérant, les repentir. Créer des images, ou plutôt les restituer, les ramener au jour en clair-obscur. Donner à voir ce qui est pour ce qui est, ou pour ce qui peut être, ou pour ce qui devrait ou ne devrait pas être. Magie kaléidoscopique de l'écriture dans les mains d'enfants. Car au commencement du commencement, en vérité, je ne suis pas si sûr qu'il y eut le verbe. Avant la révélation, je venais plutôt plein d'images. Le verbe me semble être venu après, comme une merveilleuse et obsédante tentative de retrouver les images fort closes au fond de nos cavernes. Seulement les yeux fermés peuvent s'épanouir, les images en provenance de l'âme. Ouverts, ils butent, papillons échaudés contre le réel implacable. Tandis que les yeux fermés, le paysage s'agenouille à tes pieds. C'est le tien. Il consent à tes désirs et tu en deviens responsable. Te souviens-tu? Nous devisions autour de l'imaginaire et tu me demandais « Suffit-il que tu m'évoques pour que j'existe ?» Et je te répondais d'une certaine manière « Oui. » Tu insistais « Vaut-il mieux que j'existe dans ton esprit ou dans la réalité ?» Je rétorquais « Les deux. » Tu t'offusquais « Tu m'inventes alors ?» Je riais « Toi aussi, il n'y a que ça de vrai. » Je vérifie que je n'ai pas dépassé l'horaire. Un peu. Voilà. Ce que je suis venu chercher à l'I-Paris, un point de fuite, une autre perspective, sans me douter de ce qu'il adviendrait. Restaurer une ruine ne devait pas manger de pain. Sans doute n'ai-je pas voulu me souvenir des mots de l'ami Bouvier. Nous en étions au 3e whisky dans son antre qui lui servait de bureau quand il avait évoqué le charme négatif de la mer pommelée de moutons blancs des îles d'Aran. Je ne l'avais alors cru qu'à moitié.